Bon, bonjour, j'espère que le son est bon pour tout le monde. On va faire une petite interview qu'Emmanuel a bien voulu nous accorder. Il est très, très pris. Et puis, s'il y a quelques questions, on Pas essaiera toujours aussi non plus. de pouvoir lui poser par le chat, voilà, sans trop le prendre. Donc, bonjour à toi. Donc, première chose, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire un petit peu en quelques mots quel a pu être ton parcours, quelles sont tes missions actuelles, parce que c'est très riche. Alors déjà, bonsoir à toutes et à tous et merci Johan pour l'invitation. C'est un plaisir de partager ce petit moment avec vous. L'avantage d'être sur un outil numérique, c'est que j'ai pas besoin de donner mon nom, donc tout le monde le voit inscrit dans la partie gauche de l'écran. Donc au niveau, alors mon parcours, au niveau formation initiale, on va dire que j'ai un diplôme dans la didactique du français langue étrangère, domaine dans lequel je suis encore actuellement. Très vite, le numérique est apparu comme transversal dans mes activités à la fois d'enseignement, mais surtout de formation, de formateur par la suite. Donc j'ai occupé plusieurs postes à l'étranger dans le cadre de la coopération extérieure de la France pour le ministère des Affaires étrangères. J'ai ensuite passé 9 ans en tant que chef de projet numérique au Cavilam Alliance française à Vichy. Et là aujourd'hui, depuis septembre 2021, je suis donc à Copenhague, à l'Institut français du Danemark, donc où j'occupe un poste d'attaché de coopération pour le français. Donc pas directement en lien avec le numérique et ma présence, la raison de ma présence ici ce soir, mais en tous les cas toujours un lien très ferme et très présent avec les acteurs éducatifs, donc ici les enseignants de français au Danemark. Oui, on te remercie d'autant plus parce qu'effectivement, pour toi, la digitale, d'après ce que tu m'en as dit, c'est une activité totalement annexe, presque de l'ordre du loisir, si on veut. Oui, presque, effectivement. Du coup, évidemment, ça nous impressionne d'autant plus, nous qui sommes désormais utilisateurs accros. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer, en quelques mots, l'origine de ton projet, l'esprit aussi dans lequel tu l'as monté, Oui. parce que ça aussi, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Voilà, je t'en prie. Le point de départ, c'est le confinement de mars 2020, ça paraît déjà Déjà. très très loin. Donc un passage brutal à l'enseignement en ligne que tout le monde ici présent a connu. Et donc à l'époque, j'étais au Cavilam et en tant que chef de projet numérique, j'accompagnais également les enseignants dans ce passage à l'enseignement en ligne en collaboration avec le service technique. Et ce qui est apparu assez rapidement et surtout sur les premiers jours du confinement, c'est que les outils utilisés traditionnellement ne fonctionnaient plus. Padlet, par exemple, n'arrivait pas à gérer la charge serveur, était pas disponible, Framapad de la même manière. Et finalement, un certain nombre de collègues se sont retrouvés un peu dépourvus de leurs outils habituels. Et j'avais dans les cartons ce qui était les prémices de Digipad, qui avait été développé en 2017, mais qui avait jamais été mis en production. Et pour dépanner les collègues, j'avais justement mis ça sur un serveur local du Cavilam, et donc enfin local, en ligne bien sûr, mais situé au Cavilam. Et donc ça a pu dépanner les collègues sur les premières semaines de cours en ligne. Ça a permis d'enrichir l'outil, d'obtenir les premiers retours, de finalement arriver assez loin de ce qu'est l'outil actuellement. Il est toujours en développement en fonction des retours auxquels tu as participé, Johan notamment, et sur Digistorm que j'ai vu avant aussi. D'ailleurs, j'ai pu observer un petit bug. Je ferme la parenthèse, mais j'essaierai de résoudre ça. Mais donc oui, c'était un petit peu ça le départ du projet. Ensuite, il y avait la volonté dans les formations que j'animais en direction des professeurs de FLE à travers le monde, de proposer des alternatives, je dirais, sobres et surtout propres, entre guillemets, aux outils que j'avais l'habitude d'utiliser. Les modèles économiques changeaient, il y avait pas mal d'opportunisme
la situation faisait en sorte que les entreprises de la tech changeaient leur modèle économique, proposaient des outils qui devenaient payants du jour au lendemain ou dont les tarifs mensuels augmentaient de manière assez drastique. Et compte tenu du public auquel j'avais affaire, c'était difficile. Il y avait besoin de stabilité et de pérennité sur les outils proposés. Donc c'est ce qui a un peu finalement, c'était un peu le point de départ. Donc il n'y a rien de réellement original dans les outils de la digitale. C'est un petit peu des alternatives aux outils que j'avais l'habitude de présenter. Donc c'était petit à petit proposer des outils simples mais relativement efficaces en alternative à ce qui existait déjà. Oui, en fait, tu dis des outils simples. En réalité, pour nous, c'est toute la force de ces outils, puisque on a pu les prendre en main assez rapidement, puisqu'on avait des usages, des scénarios pédagogiques qui collaient, comme tu dis, à d'autres outils d'ordre d'entreprise privée ou payante. Et du coup, c'est vrai que le basculement vers tes outils a été d'autant plus aisé et finalement apprécié. Hein, avec Digipad qui est le monstre, qui a vraiment scotché tout le monde par rapport à Padlet. On était habitué à avoir des alternatives à Padlet, mais là, on avait quelque chose de complet. En plus, il est très riche en options. Enfin, c'est génial. Je pense parler au nom de tout le monde, quoi. Merci. Ouais. Et du coup, alors oui, on nous questionne assez souvent de part et d'autre, tu vois ça aussi sur Twitter, autour de la gestion des données personnelles. Alors voilà, la digitale n'est pas RGPD en termes d'éducation nationale par rapport à la non-contractualisation, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment les données sont gérées sur ta plateforme, en termes de serveurs, de cookies, etc. Alors donc, comme l'évoquait, j'ai pas retenu le prénom de l'intervenante précédente. Christine, oui, les outils sont hébergés en Suisse, donc hors Union européenne, chez Infomaniac. Au niveau des cookies, il y a que des cookies fonctionnels. C'était un petit peu l'objectif de départ. De devoir avant tout se passer de ces bannières. Je présente souvent ça en formation, un site qui montre un peu tout ce à quoi on peut être confronté un utilisateur devant une page web aujourd'hui et les différentes cases à cliquer, fenêtres à fermer, appâts marketing et autres avant de pouvoir accéder au contenu souhaité au départ. Donc il y avait vraiment cette volonté de ne pas avoir à mettre de bannières de consentement pour les cookies et autres. Alors donc il y a certains cookies fonctionnels qui sont sur les outils collaboratifs. Donc là, c'est obligatoire pour permettre la communication en temps réel et le transfert en temps réel des données. Donc c'est tout ce qui est Digipad, Digistorm, Digidoc, etc. Donc là, c'est un cookie fonctionnel. Mais en tous les cas, il n'y a pas de d'analyse du trafic à des fins statistiques, des choses de ce type-là. Donc il y a bien sûr les données générées par les logs sur les serveurs, mais là qui ne font l'objet d'aucun traitement. En gros, il n'y a pas la digitale elle-même. Moi, je n'ai accès à aucune donnée et aucune donnée, utilisateur n'est obligatoire. Donc il n'y a pas d'adresse mail qui est obligatoire. Donc bien sûr les pseudonymes sont restent des données personnelles anonymisées, mais en tous les cas on peut avec un petit peu de travail utiliser les outils de la digitale absolument sans utiliser de données qui permettent de retracer l'identité de l'individu. Après Non, mais c'est impeccable. Impeccable. Non, mais c'était bien d'effectivement faire le point. Effectivement, on a vu ta technique de la question avec le mot de passe. Oui, effectivement. Très, très, très sympa, puisque finalement, on est sur effectivement une non-création de compte, mais malgré tout, la possibilité de se reconnecter à son compte ou à sa production. Donc ça, c'est vraiment super. Ça, je fais juste une petite parenthèse, je rebondis sur cette remarque, car c'est finalement, je reçois beaucoup de mails à ce propos sur parfois l'impression bizarre que peuvent avoir les utilisateurs de ne pas
de ne pas pouvoir retrouver leur contenu, enfin d'avoir l'habitude d'avoir un compte qui centralise toutes les données. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je dirais que c'est presque une responsabilisation de l'utilisateur qui est voulue à travers ce processus, c'est-à-dire que quand on crée un contenu, ben c'est important de bien prendre le lien, de bien noter ses données. Et moi-même, d'ailleurs, j'utilise un simple bloc-notes sur lequel j'ai tous mes liens. Généralement, je les mets dans mes supports de présentation, mais c'est vrai que je reçois beaucoup de questions et parfois de déception sur le fait que les outils ne soient pas centralisés, mais c'est bien une volonté et un fonctionnement granulaire qui ne disparaîtra pas de sitôt. Oui, c'est une habitude à prendre. On se fait avoir une fois et puis après on fait gaffe. Du coup, est-ce que tu peux nous... Alors, si j'imagine que ce qui intéresse tous les gens qui sont ici, c'est notamment l'avenir de la digitale en termes de pérennité, de gratuité, de perspective. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où le projet en est? Oui, en termes de gratuité, donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Le projet restera gratuit et là-dessus, il n'y a pas enfin, le projet n'a pas une dimension commerciale et n'est pas voué à devenir un produit. Oui, il n'est pas impossible que ça le devienne à terme, mais en tous les cas, pas dans sa vocation actuelle. Et de toute façon, comme tu le précisais, je développe ce projet en dehors de mon activité professionnelle, donc ça c'est, je pense, important dans l'éthique du projet. La digitale ne me fait pas vivre et donc ne m'oblige pas à avoir une stratégie marketing, une prise de décision qui serait totalement différente si j'en faisais mon gagne-pain. Donc oui, là, on voit parfois sur les réseaux notamment, et du coup, c'est des choses. C'est bien que tu dises ça parce qu'on entend, voilà, ça finira par être vendu à Microsoft ou ce genre de choses, et du coup, non, on n'est pas sur ça. Non. Bon, en plus, je pense pas que Microsoft me ferait l'honneur de me contacter, mais de toute façon, en plus, les outils, enfin, c'était une volonté aussi dès le départ, ils sont libres, n'importe quel établissement scolaire ou autre d'ailleurs peut les installer sur ses propres serveurs, ce qui permet en soi de résoudre cette question RGPD, car les outils de la digitale, effectivement, comme tu le précisais, ne sont pas RGPD, car il y a eu des tentatives de rapprochement avec des DAN sur la signature de contrats, etc. Mais en tant qu'activité secondaire et je ne pouvais pas m'engager juridiquement sur une activité. Enfin, ça devenait vite une usine à gaz que je ne voulais absolument pas mettre en place. Et entre parenthèses, ça favorise également beaucoup les GAFAM qui vont, eux, avoir des personnes dédiées à ce type de choses. Et une petite entreprise ou une petite initiative de ce type-là, justement, n'a pas les moyens de passer du temps. Et tout simplement, c'est des questions qui, à mon niveau, ne sont absolument pas... Enfin, si je fais le projet, c'est par plaisir de le faire. Dès que ça commence à devenir un petit peu moins fun, c'est sûr que c'est moins intéressant. Et la partie contractualisation est honnêtement un petit peu moins fun. Mais sur l'avenir, donc la gratuité ne sera jamais remise en cause, ça c'est clair. Le projet en soi est pérenne d'un point de vue financier grâce au financement participatif sur la plateforme Open Collective. Donc là, je dirais que même si, encore une fois, c'est un peu gênant, car souvent ce sont des enseignants, peut-être certains qui sont dans la salle, et je les remercie de leur support, mais donc c'est vrai que le but du projet n'est pas d'être financé de manière de manière individuelle par des enseignants, mais bon, heureusement que ça permet au projet de tourner aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est pas la volonté initiale, même s'il y a certains établissements également qui participent, notamment des alliances françaises à travers le monde, mais également des établissements scolaires en France. Mais donc sur cette partie-là, il n'y a pas de souci, l'hébergement est assuré sur, je pense, quelques années sans trop de problèmes. Mais après, c'est plus comment va pouvoir évoluer le projet. Donc pour l'instant, c'est un projet qui repose que sur mes épaules, et donc
comme pour tout projet, c'est jamais une bonne chose qu'une seule personne soit en charge de cela. Donc avant de partir au Danemark, j'avais pour objectif de mettre en place une association. Bon, finalement, pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait. Mais ça reste un petit peu l'objectif à moyen terme du projet, d'en faire un projet plus collectif et surtout de faire interagir d'autres personnes, à la fois sur la partie technique, mais également sur la partie communication avec les utilisateurs, sur la partie support. Johan, je te remercie pour cela. Tes tutoriels sont absolument indispensables et facilitent grandement l'utilisation des outils. Donc ça c'est vraiment très précieux. Mais donc le fait d'avoir une association autour du projet permettrait d'avoir une vision plus globale et surtout des regards différents et une approche différente. Donc c'est un petit peu vers cela que ça tendrait, mais vraiment à moyen terme. Je ne sais pas encore exactement de quelle manière ni quelle forme ça prendrait, mais les réflexions sont à ce niveau-là. Et du coup, pas de contractualisation à court terme avec l'éducation nationale, ce qui pour nous, du coup, nous fait qu'on ne peut pas mettre le logo RGPD. Bon, malgré tout, il y a une tolérance autour de ces outils qui sont vertueux en données. Et quand le statut d'association sera monté, est-ce que ce sera quelque chose qui pourrait éventuellement devenir envisageable si tu as des personnes ressources qui peuvent travailler avec toi sur cette association, qui peuvent, comme tu dis, passer sur cette partie juridique, communication? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te plaire ou te tenter? Oui, effectivement, s'il y a les ressources humaines, la volonté et de le faire, bien sûr. Mais c'est vrai que là, en l'état actuel des choses, c'est une marche qui paraît trop haute. Et encore une fois, on sort du côté plaisir. Donc c'est vraiment le projet. Enfin, c'était un peu le moteur du projet à la base, bien sûr, la vocation d'être utile à la communauté éducative, mais il y avait également cette dimension un peu loisir que tu évoquais. Après, de passer, de prendre sur son temps libre pour régler ce genre de questions, là, on atteint, je pense, Ok, ça marche. Donc, pas à court terme, on va patienter. Et une dernière petite question pour pas te retenir trop longtemps, et puis peut-être si des personnes qui participent au webinaire ont une petite question, voilà. Est-ce que de nouveaux outils peuvent arriver sur la plateforme? Est-ce que tu as des choses en tête? Oui, j'ai une liste assez longue que je regardais justement avant le début du webinaire. Ouais, potentiellement, oui, sur ma liste, il y a une vingtaine d'outils, mais après, dès que j'ai une idée, je note. Tous les outils ne seront pas développés, bien sûr, mais bon, là, mais c'est ça. En développement, là, actuellement, il y a rien. Il y a surtout la volonté de consolider et d'enrichir les outils actuels, mais probablement, il y aura une sorte d'alternative à Quizlet, quelque chose de ce type-là qui devrait se préparer. Ouais, un peu sur la base de Leximage pour ceux qui connaissent. Donc c'était un projet que j'avais fait pour le Cavilam. Et donc ce serait une sorte de version en ligne de Leximage. Donc probablement ça sera le prochain outil, mais bon là il y a même pas encore d'once de démarrage dans le projet. Dans Digitool, on trouve une petite base autour de ces cartes. Oui, vraiment très basique, oui. Oui, bien sûr. Ouais. Écoute, non, moi je te remercie beaucoup. On avait promis de pas te prendre toute ta soirée, donc merci beaucoup. Et on te souhaite une bonne soirée. Voilà, à très bientôt. Et je laisse la parole à mon collègue, effectivement. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.